Salut les amis, c'est Cap sur l'Off, vous le savez, comme tous les jours, de 14h à 17h, on se retrouve ici, dans la loge du centre commercial Cap Sud pour une émission qui est diffusée sur Énorme TV, qui est ensuite déposée sur la chaîne Festival, sur YouTube, la chaîne Festival. N'oubliez pas de vous abonner. Et tout de suite maintenant, un live Facebook, vous allez le voir, pour ce premier rendez-vous, on va commencer par voyager un petit peu. Je vous avais dit que nous allons voyager un petit peu en ce début d'émission, puisque c'est à Martinique que nous allons maintenant, ou plus exactement, c'est la Martinique qui vient nous voir ici en Avignon. On en parle tout de suite avec ce spectacle qui s'appelle 7 punitions. Et pour en parler, le comédien Jacques-Olivier Hensfelder. Parfait. Bonjour Jacques-Olivier. Bonjour. Merci d'être venu nous voir jusqu'ici à la loge de Cap sur l'Off. Oui, ça me fait plaisir. Et merci d'être venu en Avignon avec ce spectacle parce que je reviendrai sur les détails techniques et les dates, mais vous êtes là seulement pendant 9 jours parce que voilà, c'est une tournée internationale et vous êtes là avant et après, vous serez ailleurs. Voilà. Oui, c'est sûr. Alors, cette punition, on va entrer dans le cœur du sujet avec un spectacle qui Alors, c'est une succession de poésie, de jolis textes, de commentaires sociologiques qui, mis bout à bout, racontent l'histoire de la condition des Martiniquais depuis le départ de l'esclavagisme aux alentours de 1800-1850. C'est exactement ça. C'est une sorte de passage en revue, si je puis dire, où on alterne évidemment la poésie, qui est quand même fondamental et majeur quand on a autant de grands poètes en Caraïbes et particulièrement aux Antilles françaises. Donc évidemment l'incontournable Aimé Césaire, René de Pestre, Frantz Fanon, Édouard Glissant, etc. Et puis on alterne évidemment avec ce qui est particulièrement ancré dans notre culture, qui est le conte traditionnel. Et puis une écriture, une prose relativement contemporaine et moderne. Et donc, avec ces textes, une fois mis bout à bout, vous commentez, vous racontez, on verra si vous dénoncez aussi, mais en tout cas, cette ambivalence du positionnement moral des Martiniquais entre le fait de se sentir français, une île, un pays, une région de France, oui, française, très française ou pas. Voilà, c'est ce problème-là de positionnement qui finalement... comment expliquer, grève l'identité du Martiniquais et peut-être l'empêche de se sentir bien aussi. Oui, et c'est en plus l'une des situations, on va dire, psychologiques, intrinsèques de quasiment tous les pays colonisés. Frantz Fanon l'a très bien décrit dans Les damnés de la terre, si je puis dire, où les colonisations, quelles qu'elles soient, ont laissé des empreintes indélébiles, des bobos, des blessures. Et la Martinique, la Guadeloupe, certaines îles aussi anglophones de la Caraïbe, la Guyane, etc., sont là dans cette sorte d'ambiguïté. Alors, il y a effectivement le poids de l'histoire, oui, qui est quelque chose qu'il faut à la fois assumer, digérer, déculpabiliser. Oui, il faut une résilience, c'est sûr. Il faut une résilience par rapport à ça. Et aujourd'hui, vous considérez que ce travail-là n'est pas complètement fait et qu'il persiste un mal-être dans le positionnement des Martiniquais ? Oui, c'est sûr. Je l'affirme avec souveraineté, que ce passé est là, ancré de façon insidieuse. Et comment réussir à passer à une autre forme, un autre regard qu'on voudrait, certains l'appellent un regard créole. Il y a eu aussi un concept de la négritude proposé par Aimé Césaire. D'autres veulent défendre une sorte d'éloge de la créolité. Et dans tout ce conceptuel, où est-ce que l'individu, l'être humain masculin, l'être humain féminin caribéen, et particulièrement martiniquais, et voire guadeloupéen, pourrait se construire. Et Frantz Fanon, nous le disons dans le texte, c'est écrit dans Peau noire, masque blanc, affirme qu'une génération n'a que deux choix. Soit trahir sa mission ou la réussir. Et nous sommes en plein dedans. Et c'est vrai que la résilience est nécessaire pour
Bien pour sûr. s'épanouir et s'élever, il faut vraiment consolider ces bases Bien qui sûr. vont se servir à s'élever. Oui, c'est évidemment. sûr, c'est une question quasi politique, puisque nous savons que certains hommes politiques antillo-guyanais qui ont été ministres ou députés ont fait des propositions de réparation. Vous voyez, de l'esclavage. C'est une grande question quasi philosophique. En tout cas, dans cette punition, nous ne l'abordons pas comme ça. Ce n'est pas un auto-apitoiement. Nous nous sommes permis et donné la permission plutôt à le metteur en scène et toute l'équipe, et moi-même qui porte ce texte durant 1h20, de dire que nous sommes des êtres systémiques, comme le dirait Aimé Césaire. Et nous ne sommes pas là pour les démons de chacun, ni pour les anges d'aucune personne. Donc nous ne nous situons pas comme des défendeurs, comme des agitateurs publics, si je puis dire, mais d'inviter, c'est aussi le rôle du théâtre, quand il veut laisser le divertissement, voyez, et retrouver sa part sa nature d'éducation, si je puis dire, poétique aussi, de dire nous vous invitons à faire un choix qui ne serait ni le bien, ni le mal, ni le jour et ni la nuit. Mais un choix que vous ne connaissez pas, qui ne s'inscrirait même pas dans l'unicité, mais dans quelque chose qui serait sans doute supérieur, comme le propose Aimé Césaire dans Discours sur le colonialisme, ce livre majestueux, où il dit ne pourrions-nous pas devenir finalement des êtres humains? Et ça réglerait bien des choses. Absolument. Alors, vous faites votre premier spectacle en Avignon ce soir. Oui, hier serez c'était la ensuite- première. Hein, C'était la première hier, Oui, pardon. hier. Voilà. Jusqu'à dimanche prochain. Oui, Quel public vous attendez? J'imagine que vous invitez tout le monde à venir voir le spectacle, mais bien sûr. concrètement, est-ce que c'est un public proche de la Martinique ou vraiment les gens viennent pour s'imprégner d'une part d'histoire, d'une part d'actualité Alors, il y a eu un public martiniquais qui a vu ce spectacle, puisqu'il a été créé dans le cadre du festival des petites formes de Tropicatrium, la scène nationale de Martinique. Puis, nous sommes arrivés au Théâtre 44 à Lyon. Donc, durant ce cheminement, nous écoutons, quand nous sortons du théâtre, nous écoutons les spectateurs qui ont envie de boire un verre avec nous, ou nous avec eux. Et nous considérons que ce spectacle ne s'adresse aucunement à un Martiniquais ou à un Antillais qui traînerait, si je puis me permettre de parler ainsi, à Avignon. Nous remarquons surtout que le français ne connaît nullement les Antilles françaises, ne connaît nullement la Caraïbe, ne sait pas que dans les Antilles françaises, nous avons des prix Nobel de littérature, comme dirait Walcott, si je puis me permettre, ne sait pas que nous avons des grands dramaturges, des grands peintres, des grands musiciens. Il y a encore, et ça sans faire aucune ironie et n'étant nullement laconique, que nous avons encore un os dans le nez et que nous vivons sous une hutte. Et nous en avons croisé beaucoup à Avignon, qui ne savent même pas que nous avons une scène nationale, donc qui ne nous inscrit pas dans une démarche que nous appartenons et que nous sommes également français. Et puis je dois... Mais ils sont malgré tout curieux, puisqu'ils viennent au spectacle, Voilà. Ils viennent s'intéresser, apprendre, comprendre. C'est ça. Donc il y a un théâtre martiniquais et antillais et il y a des comédiens très très bien formés là-bas aussi. Alors, je voulais revenir un peu sur le spectacle Cette Punition, parce qu'on Oui. parle de sujets qui sont tout au moins préoccupants, pas graves, mais préoccupants. Oui. Ça reste un spectacle extrêmement agréable, divertissant, on y apprend des choses, il y a des textes qui sont magnifiques, il y a votre interprétation. Certes, on met le doigt sur des problèmes, des questionnements. Oui. À partir du moment où on en parle, c'est déjà en soi porteur d'espoir, donc gai. Oui. Donc c'est un spectacle gai et optimiste. Oui, si on veut. On peut le voir comme ça? On peut voir comme ça. En tout cas, c'est un moment délicieux et une découverte peut-être que vous ferez, en tout cas un agréable moment que vous passerez, du talent, des beaux textes, vous voyagerez certainement un petit peu. Ça se passe au Grand Petit Théâtre, c'est à 18h25 et attention, c'est seulement jusqu'au dimanche 21 juillet au Grand Petit Théâtre à 18h25. Jacques-Olivier Hensfelder, on a été ravis de vous accueillir ici. Moi aussi, j'ai été ravi et j'en profite pour saluer le metteur en scène, Absolument. Valérie Gouy, qui est un conteur merveilleux, et à toute l'équipe de Martinique, que ce soit Aliou Cissé et Valérie Michael Gouy, Egui. qui est hors champ mais qui est là avec nous, on la salue. Évidemment, un très bon festival, merci d'être en Avignon. Merci de nous avoir reçus.
Salut les amis, mais non, c'est pas l'émission qui recommence, c'est ma petite plaquette du début, vous la reconnaissez. Voilà, je l'ai repris en main parce que elle va me servir à faire le lien et à présenter le spectacle que je reçois maintenant. Un spectacle sur l'amitié qui s'appelle Amis. Et pour en parler, j'accueille le metteur en scène Sébastien Lazenec et la chargée de diffusion Émilie Maîtrise. Bonjour. 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 Merci d'être venu car le comédien, lui, a eu besoin de se faire soigner un petit peu. Un peu de pour être en repos, forme. ouais. Voilà, pour être en forme ce soir. C'est pas grave, on va parler du spectacle. Il sera bien sur scène ce soir de toute façon. Tout à fait. Donc, dans l'absolu, on va tenter de se passer de lui pour parler de ce spectacle sur l'amitié. Alors, ça reste une comédie, ça reste un spectacle où on s'amuse quand même, où on rit. Mais il sert aussi à dénoncer un petit peu, peut-être à tenter de rectifier les dérives de cette société qui nous fait un petit peu oublier les préceptes élémentaires d'amitié, ou en tout cas la c'est disponibilité. ça, ouais, parce qu'évidemment, à l'heure des réseaux sociaux, l'amitié prend des formes différentes. C'est plus les mêmes formes d'amitié qu'il y a quelques dizaines d'années, on va dire. Donc ça parle de ça aussi, ce spectacle-là. Ça parle de comment on se fait des amis, comment on garde des amis, comment on entretient une amitié. Tout ce qui tourne autour du sujet de l'amitié en règle générale. Attendez, quand on veut avoir un ami, on ne fait pas une demande d'un ami. C'est pas comme ça que ça fonctionne? Si, bien sûr, apparemment c'est comme ça maintenant. Non, mais c'est vrai que c'est une petite dérive. Je dirais qu'il y a une évolution de la société qui a les défauts de ses qualités aussi. Et c'est vrai qu'il est important de prendre du temps pour la rencontre humaine. Et prendre le temps, c'est aussi passer du temps avec les humains d'une manière générale. Est-ce que le spectacle parle aussi un petit peu d'amour? D'amour, non. On a veillé justement ne pas partir sur un autre sujet. On essaie de rester sur le thème de l'amitié, seulement le thème de l'amitié. Ouais. Est-ce qu'on peut qualifier le spectacle de militant un petit peu, ou peut-être pas jusque-là? Non, c'est pas un spectacle militant, ni engagé. Enfin, il peut y avoir des pointes de militantisme et d'engagement à l'intérieur, mais globalement, c'est pas un spectacle ni militant ni engagé. C'est pas non plus un spectacle de divertissement. C'est un spectacle où on peut être parcouru par différentes émotions, par le rire, comme tu le disais, mais aussi par une pointe de tristesse, de nostalgie. Il y a beaucoup de moments assez tendres dans cette écriture. Il est là aussi pour faire réfléchir en fait. On a aussi la volonté que les gens repartent en se questionnant eux-mêmes sur leurs relations amicales, que ça de mettre une petite graine en fait et qui réfléchissent peut-être après coup aussi à ce qu'ils ont vu et à faire un parallèle avec leur vie ou parallèle avec la vie de leurs amis. Voilà, on a envie qu'ils... Là où je qualifiais le spectacle de gai tout à l'heure, outre les passages amusants, c'est que lorsqu'on parle de quelque chose, c'est que ce quelque chose a une chance de changer, d'évoluer vers le positif. Donc ça reste plein d'espoir et d'optimisme, tout ça. Oui, il y en a. Si vous en parlez, c'est que ça peut s'arranger. Oui, ça peut s'arranger. C'est conscience à avoir peut-être par rapport à ça. Après, c'est pas un constat complètement défaitiste et négatif sur la société. Hein. Voilà, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. On n'arrive pas avec une solution, on n'arrive pas avec un jugement. Hein. Et puis de toute façon, le propos il est un peu détourné parce que c'est la vision d'un chien sur tout ça. C'est pas un homme qui parle de nos amitiés, c'est un chien. Donc on s'est dit que en partant de cet adage populaire qui dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, on s'est dit que c'était sans doute le mieux placé pour parler justement d'amitié. Ce chien qui est, pour les propriétaires de chiens, qui est tout le temps à ses côtés en fait, donc qui a une vision intéressante sur nos comportements sociaux. Parce que normalement il ferme sa gueule le chien. Et qui n'a pas l'esprit lui occupé à d'autres choses, voilà. Justement l'informatique, les réseaux sociaux, autre chose. Il a un certain recul. Il est toujours dans ce désir de relation, de réel contact, tactile, contact, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Basé sur les odeurs, sur des choses concrètes. Ouais. Justement, il s'interroge là-dessus. Parce qu'un ordinateur dans lequel on parle avec énormément d'amis, ça n'a pas d'odeur. Et il est question de ça dans le spectacle.
l'occasion de se divertir, l'occasion de réfléchir un petit peu, l'occasion de prendre dans un petit coin de son esprit ces petites choses importantes qui font la qualité de la vie aussi, l'humain, l'amitié, et puis par voie de conséquence, l'amour aussi, évidemment. Vous êtes à la Syrie, au Théâtre de la Syrie, à 19h50. C'est sur scène Antoine Meunier, que vous mettez en scène, Sébastien, et que vous diffusez, Émilie. Merci d'être venu. Il faudra transmettre nos voeux de prompt rétablissement à Antoine, mais je vous rassure, il ira très très bien. Voilà, ça joue tous les jours au Théâtre de la Syrie jusqu'au 26 juillet. Attention, jusqu'au 26 juillet à 19h50. Ça s'appelle Amis. Merci beaucoup d'être venu en parler avec nous ici. Merci. Je vous invite maintenant dans quelques jardins secrets, puisque c'est le titre du spectacle Jardin secret dont on va parler maintenant, avec les comédiennes Raphaël Lenoble, bonjour. Bonjour. Bonjour Camille Giry. Bonjour. Et bonjour Audrey Boulet. Bonjour. Merci d'être venu nous voir ici dans la loge à Cap-sur-le-Hoff pour parler de ce très joli spectacle Jardin secret. Alors Jardin secret parce qu'il est question de secret et que l'histoire se passe dans un jardin tout simplement. Absolument. Voilà. Trois filles, trois femmes qui se rencontrent avec chacune des histoires différentes. Le dénominateur commun, c'est qu'elles ont des enfants. Elles se retrouvent dans un parc, dans un jardin public, avec leurs enfants. Et puis, par rapport à leurs conditions, ce qu'on pourrait s'imaginer telles qu'elles sont, elles se mettent, alors qu'elles sont différentes au départ, à accepter de se rencontrer, de se parler, de se livrer un petit peu. Oui. Voilà, ça c'est vraiment le cœur du spectacle. Oui, tout à fait. C'est vrai. Il y a, en fait, pour donner un peu de détails, en gros, le personnage de Raphaël, c'est Sandra. Une avocate au barreau de Paris, tirée à 4 épingles, qui multiplie les amants, qui est un petit peu fermée, un peu pédante, au début en tout cas. Et moi, je joue Anne-Charlotte d'Alembert. C'est une mère de famille au foyer, 3 enfants, très catholique, très empêtrée dans ses traditions. Et au contact des autres, elle va s'ouvrir et voir qu'elle peut rester avec ses croyances, mais en étant un peu plus ouverte quand même au monde. Et enfin. Et Marilyn Dacosta, moi je suis prof d'art plastique, fumeuse de joint de temps en temps. Artiste, voilà. Très altruiste, qui, bon, elle est perchée évidemment, hein, mais elle va pas beaucoup penser à soi, plutôt poser tout le temps des questions aux autres et au début, elle lui renvoie pas forcément la balle, et en fait, on va s'apercevoir qu'elle est très dépressive et elle peut vite tomber en burn-out. Voilà. Alors c'est vrai que sur le papier, comme ça, au travers des descriptifs, on pourrait penser que vous n'avez pas forcément, en vous asseyant vous à côté de madame, hein, je dis madame dans la pièce bien sûr, que voilà, vous n'avez pas forcément copine amie, par défaut. Et puis c'est le temps passant, et quand même, au travers de chacune d'entre vous, une petite fenêtre qui accepte de s'ouvrir vers l'autre et puis de partager les secrets, certainement pour s'aider. Exactement. L'idée, c'est que c'est non pas d'abandonner tout ce qu'on est chacune, mais c'est vraiment d'accepter chacune avec ses différences en faisant un petit pas les unes vers les autres. Et comme en plus, le personnage de Marilyn va vivre quelque chose d'un peu plus dur qu'on ne peut pas trop dévoiler, c'est le secret aussi de la pièce, on va s'entraider. Et c'est en créant aussi cette entraide qu'on va se retrouver vraiment liés d'amitié. On apprend au contact des autres. Et au travers de cette différence, de ces secrets, on vit une comédie parce que c'est drôle. Oui, parce qu'elles sont tellement différentes que forcément, c'est des situations qui sont drôles, qui sont absurdes. Moi, je fais des remarques très très catho qui font évidemment rire les autres. Elle a une vie sexuelle beaucoup plus libérée, donc mon personnage est très choqué. Marilyn, elle est artiste. Marilyn, elle comprend rien. Voilà. Ouais, moi je suis au-dessus de tout ça. Elle fait des sculptures anglaises. C'est celle qui paraît la plus solide au départ et puis qui est peut-être la plus fragile des trois. Exactement, c'est ça. Ouais. C'est celle qui fait le lien entre nos deux persos qui sont vraiment à l'opposé, et en fait c'est elle qui est qui va avoir la fragilité encore plus quoi. Comme quoi l'image est une chose, et puis quand on gratte un peu le vernis, on trouve des choses radicalement opposées. Je le disais, c'est une comédie, c'est frais, c'est divertissant. Si on doit y voir un petit message, c'est quand même le principe d'accepter de s'ouvrir aux autres pour les aider, s'aider soi-même. Oui, et que une belle histoire d'amitié entre femmes, c'est pas quelque chose qu'on voit énormément au théâtre finalement. Oui, puis accepter aussi de se remettre en question, de changer. Dans la pièce, par exemple, Anne-Charlotte, très catho, moi je lui explique que son mari qui la laisse tout le temps à la maison pour s'occuper des enfants, à un moment va bien falloir qu'il s'en occupe aussi.
voilà, d'évoluer. Voilà. Et puis bon, bah, même à un moment, elle nous dit oui, comment vous faites pour être aussi libérée et on va l'amener un peu dans ça, on va la tirer de son foyer, quoi. D'ailleurs, une très belle chorégraphie d'Anne-Charlotte. Voilà. Qui se lâche Ah, vous quand dansez, on là. a Se lâche, on est en ouais, soirée. Et là, il y a une voilà. scène chez moi en soirée. Le champagne aidant. Le champagne voilà. aidant, Anne-Charlotte nous fait une très belle chorégraphie. Dont un spectacle qui danse aussi. Est-ce que les hommes sont acceptés dans la salle? Ah bien oui, sûr. Bah, de toute façon, c'est pas parce qu'il y a 3 femmes sur scène qui peuvent pas se retrouver. Ils retrouveront leur femme, leur mère, leur sœur. Je plaisantais bien sûr, mais est-ce que ça va aussi les aider avec légèreté? Je le redis, on ne va pas chercher des messages lourds, un spectacle plombant, Oui, c'est une parce comédie, que- on se marre. Mais ça va les aider à comprendre peut-être Ouais, en leur plus femme, dans la leur pièce, sœur, on parle, leur fille. on parle de profils d'hommes différents parce qu'il y a par exemple l'ex-mari de Marilyn, c'est un homme génial qui faisait la cuisine. Enfin, elle en parle avec des mots très très doux. À l'inverse, il y a un homme qui va être beaucoup plus négatif. Moi, en fait, il y a des profils d'hommes aussi très différents dont on parle, donc ça parle vraiment à tout le monde. Là, pour Les le hommes, coup, le public masculin ressort avec le sourire et il n'y a pas de souci. Alors on compare souvent ça, le public compare souvent ça au Cœur des hommes, le film. Oui, Et voilà. d'accord. On d'accord. dit ça nous fait penser au Cœur des hommes mais version femme. Donc Version c'est- femme. Voilà, c'est un beau C'est une- compliment c'est et une- c'est un peu. C'est une très belle référence parce ouais. que, évidemment, c'est un un beau best-seller film. ce sujet-là. Ouais. Vous êtes au Théâtre des Brunes à 19h30 tous les jours jusqu'à la fin du festival, jusqu'au 28. Oui, alors on est en alternance. Il y a une double équipe. Alternance au niveau de la distribution. Oui, Le voilà. spectacle Oui, reste oui, le le même, oui. hein. spectacle reste D'accord. jusqu'au Ouais. 27. Si vous voulez citer vos camarades de jeu qui Voilà. qui alternent avec Non, vous. on veut pas. Il y a Julia Mendel qui va remplacer Audrey et Elsa Pontonnier qui est aussi à la mise en scène qui va remplacer Raphaël à la fin du festival. On les salue donc. Techniquement, on informe les téléspectateurs aussi. L'accessibilité aux enfants, je sais qu'il n'y a rien de choquant dans le spectacle, mais pour la compréhension. Il y a rien, Non, je dirais qu'à rien partir de de vulgaire. 7-8 ans, ils Oui, peuvent 7-8 ans, passer c'est un bon. bon moment. Ouais. En dessous, c'est pas un spectacle pour enfants, mais c'est vraiment familial, quoi. C'est un spectacle familial, Ah ouais, ouais. voilà, qui Sans plaira aux problème. hommes. On a bien compris, c'est surtout parce que c'est vrai, je fais toujours attention parce que Bien sûr. il y a du contenu dans le spectacle, donc on a envie de parler de ce contenu. Mm. Mais c'est pas plus lourd que ça. Il y a un petit message, tant mieux. Non, Ça ouais. reste une comédie, on est Oui. là pour se divertir Oui, et oui. s'amuser. Tout à fait, Voilà, absolument. comme vous le faites sur scène d'ailleurs. Oh ouais, on s'éclate. Ça s'appelle Jardin secret, pardon. C'est au Théâtre des Brunes à 19h30. Vous y retrouverez Raphaël, Camille et Audrey, leurs amis en alternance un peu plus tard, mais tous les soirs jusqu'au dimanche 28, 19h30, Jardin secret. Merci mesdemoiselles. Merci beaucoup. Merci Bon beaucoup. festival. Merci, vous vous aussi. C'est un rendez-vous un peu particulier que je vous propose maintenant. On va prendre le temps de passer un petit moment parce que vous allez le voir, on va parler de plusieurs choses et de plusieurs spectacles. Mais ce qu'on accueille, c'est une ville, une compagnie. Voilà, la Fabrique Toulousaine qui est à Avignon cette année. Et quelle bonne idée. Bonjour Aurore, bonjour Marlène. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait les 400 et quelques kilomètres qui nous séparent de Toulouse, cette jolie ville que j'aime tant, pour venir ici. Et puis, alors je ne dis pas que vous recréez Toulouse, non, mais enfin, vous faites votre petit village dans la ville, puisque vous investissez le théâtre L'Albatros, ce joli théâtre, où il y a une petite cour intérieure, et puis voilà, vous faites vos 7 spectacles-là, dont vous occupez le lieu en créant votre petite ambiance. Vous me disiez qu'il y avait des boissons, dans une petite, certainement des petits salons pour s'asseoir, etc. Voilà, un petit îlot de fraîcheur, on va dire, parce que nous, on met un point d'honneur quand même à accueillir les spectateurs. Ce qui se passe entre le public et les spectateurs est précieux pour nous. Et puis, comme ça fait un peu mini-village, comme vous le disiez, un peu village toulousain, du coup, c'est aussi la chaleur humaine et voilà, et on prend le temps de présenter tous les spectacles. Alors, 7 spectacles, donc qui jouent au même endroit, évidemment, à des horaires différents. Ça représente combien de comédiens en tout? Alors, je crois qu'on est 11 comédiens, 5 régisseurs, 4 chargés de diffusion, des amis bénévoles qui viennent aussi nous aider. J'espère que j'ai oublié personne. C'est un quartier de Toulouse qui est arrivé ici. C'est ça. En fait, on est 6 compagnies toulousaines et on a mutualisé nos énergies matérielles et financières pour vivre l'aventure avignonnaise en force. Après, je vais rectifier parce qu'à force de le présenter sur Toulouse, vous le disiez à l'instant, vous êtes une compagnie toulousaine qui ont uni leur énergie, leur volonté de faire le Festival d'Avignon. Et donc, au travers du montage, vous êtes regroupés.
et vous êtes toulousain. Voilà, ça c'est dit. Après, vous venez pas ici faire la promotion de la Cité Rose. Vous venez ici faire Non. des spectacles. C'est ça. On est venu présenter nos spectacles, des spectacles qui tournent depuis de nombreuses années. On n'est pas venu avec des nouvelles créations. On est vraiment venu avec des spectacles qui ont déjà énormément tourné en Occitanie, mais pour certains dans le monde entier. Et voilà, de venir aussi avec des choses costaudes, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde à Avignon. Et voilà, donc on présente 7 spectacles qui vont du tout public à du jeune public, des spectacles musicaux, des spectacles d'auteurs. Enfin voilà, il y a une belle brochette. On va démarrer chronologiquement par le premier qui s'appelle... alors, qui s'appelle Dites-le, aidez-moi. dites-le. Bleu, bleu, bleu. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est c'est le thérapeutique, titre. vous savez. Tac. Alors en fait, c'est moi qui occupe le premier créneau du théâtre de l'Albatros. À 10h45, les jours pairs, je joue une comédie musicale donc, qui s'appelle Bleu Bleu. C'est burlesque, tout public, sans parole. Donc triple challenge. Et solo, quadruple challenge. Et donc c'est un tour du monde en musique, à la découverte de plein d'instruments différents. Et à chaque fois que le personnage découvre un pays, il se met dans la carte postale du pays, il devient le personnage italien ou américain. Ou, voilà. Donc, un petit voyage que vous proposez, enfin un petit voyage, un vrai voyage que vous proposez aux enfants, bien sûr accompagné des parents, c'est tout public. Oui, mais ça c'est reste un spectacle destiné aux enfants malgré tout. Non, c'est familial. Hier, par exemple, il y avait quasiment que des adultes qui se sont éclatés. Donc, ça dépend vraiment des publics. Oui, parce que vous chantez, vous dansez, vous jouez de la musique, tout est présent dans celui-là. Oui. C'est assez circassien, on va dire. C'est assez complet. Alors, on trouve ce spectacle-là à 10h45, voilà. les jours pairs. Voilà. On marque une petite virgule en image et puis on passe au second spectacle qui joue, lui, les jours impairs. Et on se retrouve avec Mamzelle Bou. Alors c'est vous aussi. Voilà, c'est l'autre solo des débuts de la compagnie, qui n'est pas très vieille. Alors celui-là en sous-titre, voilà. Concert sans gluten. Concert sans gluten, ouais, c'est ça. C'est pour la légèreté. C'est pour la légèreté, voilà, absolument. C'est un concert qui fait du bien. Oui, et puis c'est pour permettre aux plus allergiques à la poésie de la digérer sans mal. Voilà. Et puis pour éviter les lourdeurs. Alors, je distribue un menu aux spectateurs qui choisissent les plats. Moi, j'accommode les entrées, les desserts. J'ai tous mes instruments de musique sur mon plan de travail, ma pédale de boucle. Et puis, je suis un peu femme orchestre et je vais cuisiner mes notes et mes mots comme la cuisine. En fait, je trouve que l'analogie est assez proche entre la cuisine et comment on fabrique une chanson. Et donc, voilà, je cuisine devant les gens. Il y a du jazz, de la world music, de la chanson française et que des recettes originales, pratiquement. Voilà. À l'écoute du pitch du spectacle, j'imagine qu'il y a quelque interactivité avec les gens de la salle. Évidemment, je leur donne des recettes, je leur donne mes petites astuces de chef cuistot. Hein. Alors évidemment, c'est divertissant, c'est drôle, c'est musical, on le sait, que ce soit jour pair et impair, puisque vous êtes artiste, chanteuse, danseuse et musicienne, et on trouve ça quand même dans ces deux spectacles-là, hein, que ce soit jour pair et impair. Donc, dans tous les cas, c'est divertissant, c'est amusant aussi, bien sûr. Oui, pas mal. C'est le matin, donc évidemment, on peut penser que c'est pour les enfants, mais pas que. Oh, c'est pour l'apéro aussi. C'est très familial et c'est pour l'apéro. Il n'y a pas d'heure, absolument. Allez, tournons une petite page de plus pour accueillir le second spectacle, le troisième spectacle même. L'île Turbin. L'île Turbin. L'île Turbin, ouais, c'est un spectacle tout public dès 6 ans, d'après un album jeunesse d'Alain Serre et de Alors Pef. là, c'est vous qu'on retrouve sur scène, hein? Non, c'est pas moi. Mais comme la comédienne n'est pas là, je présente à sa place. Seul en scène? C'est un seul en scène aussi, ouais. Et donc c'est adapté de l'album jeunesse Travailler moins pour lire plus. Donc un spectacle engagé avec tout un travail aussi de vidéo. Donc la comédienne est en interaction avec des projections vidéo sur des cubes mobiles. Donc une belle performance de comédienne. Et il y a une création musicale aussi qui est très belle. Alors ça, c'est à 14h45, c'est-à-dire qu'on peut rester prendre un petit café dans la cour. Mais exactement, amenez le pique-nique, amenez tout voilà, soyez très à l'aise. Mais c'est vrai que je m'amuse de ça, mais il y a un petit contexte extrêmement convivial où
où vous voyez les comédiennes qui ont joué juste avant, celles qui vont jouer après, tout le monde est là. C'est ça. Et tout le monde peut y rester. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'on a la chance d'être dans la rue des Teinturiers, qui est une très belle rue, très passante, mais qui est aussi très passante, très bruyante. Et c'est vrai que ce petit jardin, c'est aussi un îlot de tranquillité, où c'est aussi un espace pour les spectateurs de calme, de repos. Et puis, comme vous le disiez, vraiment où on peut aussi créer du lien avec les gens, parce que voilà, nous, c'est ce qu'on aime tous, je pense, dans le spectacle. On aime jouer nos spectacles, mais on fait aussi ça pour rencontrer des gens, pour échanger. Et c'est ce que ce petit jardin permet. Alors, cela étant, je reviens sur la vue d'ensemble de votre programmation. Est-ce qu'il y a des choses qu'on retrouve? Est-ce qu'il y a une patte, une identité à la compagnie, ou vraiment les univers des spectacles sont différents, ou leur architecture? Moi, je dirais qu'ils sont assez différents et singuliers. Après, je crois que ce qui nous rassemble, ces 6 compagnies, c'est qu'on avait cette envie de venir, de réfléchir à quelque chose de mutuel, de solidaire et d'équitable aussi dans le spectacle vivant. Et que depuis 1 an et demi, on travaille cette question du collectif. On se rencontre 1 fois par mois. On a fait des commissions pour que chacun s'investisse à la com. L'organisation de là où on dort, de l'hébergement. Enfin, je veux dire, c'est toute cette réflexion-là, au-delà de venir présenter des spectacles, c'est comment, en collectif, on se soutient, on tracte ensemble pour tous les spectacles. Voilà, c'est d'aller au-delà de juste venir présenter des spectacles, c'est réfléchir à comment on peut se serrer les coudes aussi entre artistes, et comment on peut avancer main dans la main pour promouvoir nos spectacles et notre travail. Alors, l'îlot urbain, c'est à 14h45, on va se passer sur ce coup de la virgule en image, et je vais faire la transition. 14h45, l'îlot urbain, les spectacles durent à peu près 1h15 à Avignon, c'est le format. Donc on se retrouve à 16h, on reste là, dans la petite cour, on attend les comédiens, on se prend un petit pack à l'eau, et puis à 16h45, Malice Bouclette, un spectacle où là par contre il y a du monde sur le plateau. Ah oui, ils sont 3 sur le plateau, 3 comédiens, musiciens, chanteurs. Musiciens aussi, oui. Ouais, ouais. Et enfin, il y a un musicien et puis 2 comédiennes chanteuses. Et c'est un Alice au pays de merveilles revisité en conte moderne. C'est l'histoire d'une petite fille tout bêtement qui se perd dans un supermarché. Alors, on ne pouvait pas rêver mieux de parler de ça ici. Oui, absolument. Oui, c'est vrai qu'on est au centre commercial Cap Sud, mais personne ne se perd ici. Hein. Non, mais là, c'est l'histoire. Et donc, forcément, il va lui arriver plein d'aventures. Et voilà, c'est vraiment sympathique parce qu'on voyage avec elle et on peut le voir à tout âge. Enfin, moi, en tous les cas, je suis fan. C'est musical, c'est de la comédie. On rit beaucoup, évidemment, dans les spectacles. Ouais. Dans celui-là en particulier. Allez, on continue pour se projeter un petit peu plus tard, à 18h45. Une petite virgule en image cette fois-ci. Sur l'eau, nous voici sur l'eau. On n'a pas changé d'endroit, mais on est sur l'eau. Je plaisante. C'est le titre de ce spectacle-là, où on retrouve de la musique aussi. Tout à fait. Je vais en parler parce que je joue dedans. On est 4 comédiennes chanteuses et on a adapté Sur l'eau, donc une nouvelle de Maupassant. Et on en a fait... on l'a transformé comme une partition musicale, c'est-à-dire qu'on vient à la fois raconter cette nouvelle, mais on crée des paysages sonores, il y a des chansons qui surgissent, du raga, du rock, un chant lyrique, de la chanson traditionnelle. On s'éclate beaucoup, parce que c'est très décalé, on est venu très sérieusement raconter cette histoire, et en fait, on a eu plein d'idées, plein de déconnades, et donc voilà, rien ne se passe comme prévu aussi dans ce spectacle. Et c'est ce rire et tous ces bouleversements qui font la comédie, bien sûr, et qui font que le public passe un bon moment, parce que vous le disiez, il y a tous les styles musicaux, donc il y a beaucoup de rythme dans le spectacle, des changements de style. On rit et on s'amuse tout au long du spectacle, bien sûr. Oui, tout à fait, mais je crois qu'il y a aussi une dimension fantastique et poétique, parce que on est sur une nouvelle quand même fantastique de Maupassant, et du coup voilà, il y a aussi des univers étranges. Voilà, et puis vous le faites super bien, parce qu'elles sont que 4 avec 4 pupitres, mais elles ont besoin de rien d'autre pour retranscrire tous les mots, quoi. On voit tout, et puis l'ambiance hyper étrange, et puis à côté les trucs complètement décalés qu'elles font, donc c'est vraiment super. Alors c'est difficile de passer d'un spectacle à l'autre, parce qu'on a envie de s'arrêter sur l'un, de le voir, et puis voilà, pour le voir il faut aller au théâtre Albatros. Alors on va faire une petite transition pour changer pour le coup un petit peu d'univers cette fois-ci sur le prochain spectacle.
touchant, de l'émotion dans ce spectacle-là, avec le mardi à Monoprix. Et oui, un texte contemporain d'Emmanuel Darlet, l'histoire d'un travesti qui tous les mardis emmène son père au Monoprix. Et c'est dans cette incapacité à se dire des choses que les deux comédiens nous entraînent, avec la particularité que ce spectacle est bilingue, langue des signes parlée, parce que Delphine est sourde et du coup elle traduit en langue des signes ce que le personnage n'arrive pas à dire à son père. Et c'est en effet très touchant, avec une mise en scène aussi très belle, avec une création lumière que je trouve très singulière, des petites lampes qui aussi parfois se transforment en supermarché. La langue des signes qui donne beaucoup de puissance aux mots parce qu'ils sont accompagnés par les expressions. Le regard accompagne les signes et souvent ça donne beaucoup de poids aux mots. Ah oui, c'est magnifique parce qu'en fait toute la gestuelle de la comédienne vient fignoler la mise en scène en dentelle. C'est vraiment de la dentelle. Et parfois même l'autre comédien qui joue Marie-Pierre, qui avant s'appelait Jean-Pierre, signe aussi de temps en temps et c'est vraiment beau parce que voilà, on ne voit pas ça tous les jours déjà. Et puis en plus, qu'on soit entendant ou sourd, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Et on est complètement en empathie avec le personnage. C'est très beau. Ouais, puis je crois qu'au-delà de l'histoire de ce travesti, ça raconte au-delà de ça l'incapacité parfois à se comprendre entre les différentes générations. La solitude aussi certainement dans laquelle peuvent être les gens porteurs de handicap. Enfin, je trouve que ça, il y a plusieurs lectures possibles et c'est un spectacle en effet très puissant et très touchant. Puis je pense que ça parle à tout le monde parce que souvent dans les familles, on s'aime et il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et donc souvent, il s'agit que d'un énorme cri d'amour qui ne peut pas se dire. Donc ça raconte ça aussi et je pense que ça parle à beaucoup de gens. La pudeur est un sentiment élégant bien sûr mais parfois beaucoup handicapant justement pour se livrer dans le spectacle. Pour le coup ça n'existe pas et c'est d'autant plus porté par une personne malentendante à l'acte des signes. J'adore ce concept et je suis persuadé que ce spectacle est assez bouleversant, oui effectivement. Allez, sans transition, un autre univers qu'on va aborder maintenant, après ce passage d'image. Étonnant, non ? Ces deux mots, pour les gens de ma génération, évoquent bien sûr des proches qui finissaient souvent ces commentaires, ces petites histoires par étonnant, non ? Donc c'est des proches que vous mettez à l'honneur dans ce spectacle. Donc inutile de dire que c'est drôle, que c'est savoureux, parce que c'est un génie de l'humour et du verbe et des mots. C'est truculent, c'est truculent et puis c'est cynique aussi, parce qu'évidemment Pierre Desproges va aller un peu mettre le doigt où ça fait mal, même beaucoup, et il n'y va pas de main morte. Donc ça fait du bien aussi à notre époque où on n'a plus le droit de dire des choses, où tout est politiquement correct, etc., où il faut faire attention aux égos de chacun. Lui, il y va franco et ça fait du bien. C'est une très bonne idée parce que nous ici à Capsule qui sommes au fait de ce qui se passe, on a quand même une vision d'ensemble du festival. Il y a beaucoup d'évocations d'artistes malheureusement disparus, et des proches pas tant que ça. Donc c'est une bonne idée, c'est une excellente idée. Ouais, je pense qu'il y a une attente par rapport à ça. Et puis c'est vrai que quand on est dans la rue pour parler de ces 7 spectacles, on note une certaine attention sur ce spectacle-là à des proches. Les gens ont envie de le réentendre et c'est un très bel hommage que les deux comédiens rendent à des proches, avec à la fois évidemment des textes, mais aussi plein de petites trouvailles clownesques, des chansons aussi, parce que Pierre Desproges était fan de Paolo Conte, ce que j'ai appris en allant voir ce spectacle, de Brassens aussi, et du coup il y a aussi, les textes sont entrecoupés de chansons, de petites trouvailles clownesques délicieuses. Mais j'allais y venir, c'est pas que du Desproges, il y a des répliques de Desproges qui sont liées entre elles par des textes qui ont été écrits. Il y a plutôt, je dirais, une présentation par les comédiens de Pierre Desproges, des éléments de sa vie ou de son rapport à Paolo Conte, par exemple.
c'est vraiment un hommage et c'est aussi parfois faire des petits clins d'œil à comment s'est construit le spectacle. Et ça, je trouve ça toujours très agréable d'avoir les dessous. Oui, parce qu'ils se sont vraiment appropriés la chose, le florilège de textes de Pierre Desproges. Bon, tout le monde peut le dire, mais par ce duo-là, c'est vraiment étonnant parce qu'ils sont complètement à côté de la plaque des fois et c'est tellement drôle, c'est vraiment, ils le font super bien et ils en parlent très bien. Et c'est une performance d'acteur parce qu'il y a vraiment des textes assez incroyables, complexes dans la diction, enfin voilà, et c'est des tours de force de comédiens aussi. La Fabrique toulousaine est au théâtre Albatros, vous l'aurez compris, avec 7 spectacles. Allez, il y a blablabla, c'est comme ça. Oui. Il y a Mamzelle Bou, il y a L'île Turbin, Malice Bouclette, Sur l'eau, le mardi à Monoprix et... Le 11 à 11h30, à 11h11. Étonnant, non. Le 11 à 11h11, étonnant, non. Est-ce qu'on peut rapidement citer les prénoms de vos camarades de jeu, de toute l'équipe là, de la Fabrique toulousaine? Waouh, on va essayer. Bon, ils sont tous là, pour qu'on oublie vraiment personne. Alexis Gorbachevski, Amandine Jérôme, Aurore Laura, donc Aurore qui est ici présente, Christophe Barrière qui est technicien, Cinta Sin aussi, Déborah Bessol, comédienne, Delphine Saint-Raymond, comédienne sourde, Emmanuel Luden, Éric Vanel, comédien aussi, tous les deux, et technicien aussi, Fabrice Hayé, Hélène Lafont, Lucie Lataste, Marc Composieux, Marie Brienne, Marie-France Bézia, Marlène Bounior, c'est moi, Paulin Brisset, Pauline Herbillon, Sarah Cousy, Sylvia Despila, Sophie Huby et Stéphane Barrel. Il y a même les bénévoles dedans. C'était important de citer tout le bus, voilà, oui, qui est venu de Toulouse investir le théâtre Albatros. Allez-y et passez un petit moment. Allez, je ne dis pas de voir les 7 spectacles, mais allez-y, prendre un petit verre, rencontrer les comédiens et puis, passer un petit moment. Ce qu'il y a de bien, c'est que sur les 7 spectacles, il y en a forcément un qui vous plaira. Beaucoup. Bien évidemment. La Fabrique toulousaine est au théâtre L'Albatros. Merci d'être venu ici à Cap-sur-Neuf, merci Stéphane, dans la loge, et merci à vous tous d'être venus en Avignon. Merci, bon festival. Nous ne sommes pas un vendredi 13, mais le spectacle, lui, s'appelle Vendredi 13. Allez, on en parle tout de suite avec Jean-Luc et Alexia Pierry. Bonjour. Bonjour. Merci de venir nous voir ici dans la loge de Cap-sur-Neuf pour nous parler de cette comédie où vous partagez la scène avec Christophe Roche, qui n'est pas là, mais qu'on salue, bien sûr. Nous allons donc en parler tous les 3. Vendredi 13. Alors, pour planter le décor comme ça, succinctement, mais c'est vraiment le cœur et le point de départ et même le cœur de la pièce, vous avez votre meilleure amie dont la femme est portée disparue dans un crash aérien, et au moment où vous l'apprenez, vous apprenez en même temps que vous avez gagné au loto. Alors, comment masquer sa joie, soutenir votre ami et ne pas être heureux d'avoir fait ça? C'est toute la base de la comédie, si je puis dire. Oui, c'est absolument la base de la comédie. C'est justement Jean-Pierre Martinez, un auteur qu'on adore et qui nous soutient pour la petite histoire. Il a choisi effectivement 2 situations complètement opposées. Ça a été sa base pour écrire sa pièce. Et très sincèrement, c'est très agréable de la jouer en tant que comédien parce qu'on passe d'un état à l'autre et on fait des bascules sans cesse. C'est une pièce où il y a énormément de rebondissements. C'est vrai qu'il arrive au début, on compatit avec lui puisqu'on apprend que son épouse a disparu dans un crash aérien, donc on est effondré comme lui. Et en même temps, ce vendredi 13, nous, dans la même soirée, en écoutant les infos, on apprend qu'on a gagné 60 millions au loto. Donc effectivement, ce sont des situations et des contradictoires, et il faut gérer ça dans la même soirée, cacher sa joie. Est-ce qu'on va vouloir se débarrasser de lui? Il y a énormément de rebondissements, c'est ça qui est très plaisant dans cette pièce à jouer. Mais est-ce qu'on est réellement complètement 100% effondré? On le serait normalement, mais quand même, cette immense joie de gagner tant de sous à la loterie, est-ce que vraiment ça maintient chez vous une sorte de bonne humeur malgré tout, malgré le drame? On essaie de le cacher parce qu'au départ, je suis le seul à apprendre la nouvelle. Mon épouse, elle est effondrée, elle s'occupe de mon meilleur ami. Alors au début, moi, je compatis avec lui, mais lorsque j'apprends la nouvelle,
mon meilleur ami, je l'oublie totalement. Il y a une seule chose, c'est que moi j'ai les 60 millions qui vont me tomber dessus. Et croyez-moi que si je gagne 60 millions, je ne vais pas passer mon après-midi à tracter tout Avignon. Je pense que je vais acheter tous les théâtres d'Avignon, ou le pont même peut-être. Et puis à ce moment-là, on va se passer de tracter. Accueillir des troupes on pourra accueillir des troupes gratuitement. C'est vrai que même si vous aimez beaucoup votre ami, c'est totalement déstabilisant de gagner une somme folle comme ça au loto. Et évidemment, hors de question qu'il s'aperçoive de quoi que ce soit. Il ne doit voir en vous que de la compassion. C'est ça, exactement. Donc il y a effectivement tout ce que l'on fait, tout le jeu. L'intérêt du jeu, c'est effectivement d'un côté de jouer des deux côtés du bon vendredi 13 et du mauvais vendredi 13, tout en ayant pour lui un semblant de compassion pour la tragédie qu'il pense vivre. Alors c'est vrai que c'est une comédie, donc forcément vous prenez des exemples forts et un peu, enfin forts, pas caricaturaux, mais forts, voilà, le crash aérien, le décès, le gain au loto, mais finalement ces petites ambivalences là, de sentiments, c'est un peu dans le quotidien aussi, quand sa meilleure amie confie un petit souci, mais nous on est content d'autre chose par ailleurs, et il y a ce petit jeu existe dans la vie courante, tout le monde va se reconnaître dans ce genre de sentiments, un petit peu moins fort peut-être, mais tout le monde va s'y reconnaître. Oui, absolument, c'est pour ça que la pièce, nous avons d'excellents retours. Tout le monde a une anecdote, fait un parallèle par rapport à ce genre de situation, évidemment. C'est une pièce pour informer nos amis téléspectateurs qui est accessible aux enfants, bien sûr. Oui. Il n'y a rien de graveleux, mais juste par rapport à la compréhension de la pièce, vous le conseillez à partir de quel âge ? Moi, je dirais à partir de 10 ans. Les parents viennent souvent avec les enfants. D'ailleurs, on fait des tarifs plus que préférentiels, juste un sourire et les enfants peuvent venir avec les parents, parce qu'on a conscience aussi qu'être parent, aller au théâtre, il y a un certain budget pour faire le Festival d'Avignon. Donc si avec ce petit budget, ils peuvent emmener leurs enfants, les éveiller déjà au théâtre avec des spectacles plus à leur portée, c'est encore mieux. Donc, et puis le rire n'a pas d'âge, les enfants le rire n'a pas d'âge, évidemment. adorent rire. Vous êtes au Grand Petit Théâtre à 11h15 jusqu'à la fin, jusqu'au 28 ? Jusqu'au 28, il ne nous arrive rien de grave d'ici là, parce qu'il faut savoir que quand même ce vendredi 13, pour les spectateurs, c'est je pense un porte-bonheur, parce que nous, depuis qu'on a démarré cette pièce, on a démarré un petit peu dans le malheur du vendredi 13, puisque pour l'anecdote, il faut savoir qu'initialement on devait jouer dans un lieu qui était prévu dans le catalogue. Et le jour où on a fait l'affichage, dans l'après-midi où on faisait une répétition, la commission de sécurité est passée et n'a pas donné son aval pour l'ouverture du théâtre. Donc dans l'heure qui a suivi, on était effondrés, on a tapé à la porte de tous les théâtres du coin, on a trouvé un créneau, on a foncé, on a dit on continue, on a refait les fly pendant la nuit. Donc ça a été pour nous un premier malheur. Alors deuxième anecdote, si on peut la raconter, c'est que 2 semaines avant d'arriver à Avignon, l'appartement que l'on devait occuper, le plafond s'est effondré. Et on se retrouve aujourd'hui à loger dans un salon de coiffure désaffecté dans Avignon. Alors on est très bien placé, on peut faire des coupes également. Mais bon, je vous jure que c'est vrai. Donc on a rebondi aussi là-dessus. Troisième chose, peut-être un peu plus tragique, c'est qu'on a notre ami régisseur Didache, que l'on salue, qui avant-hier a fait une chute à moto et s'est retrouvé à l'hôpital. Néanmoins, 2 jours après, il était sur pied, il est venu rassurez-vous, il ne vous arrivera rien d'autre qu'une franche rigolade, un bon moment à passer au Grand Petit Théâtre. C'est à 11h15, ça s'appelle Vendredi 13, mais c'est tous les jours jusqu'au 28. Merci Jean-Luc, merci Alexia. Merci pour votre accueil. Au festival. Merci. On va parler de coaching maintenant, plutôt de self-coaching avec Ludovic Monroe. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être venu Ludovic ici dans la loge de Cap-sur-Lof. Votre nom de famille fait rêver, si je puis dire. Oui. Ludovic Monroe, pardon pour la plaisanterie, on a déjà dû vous le faire, mais après tout on est là pour rire et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans votre spectacle et ce qu'on fait beaucoup même. Alors, un spectacle très largement inspiré de votre parcours à vous, puisque vous êtes globalement une personne brillante dans le sens de la réussite sur le papier tel qu'on l'entend, avec les études, le parcours, les postes à responsabilité, les évolutions, etc. Et puis, malgré tout, à un certain moment donné, alors que tout roule, il y a des cailloux dans les engrenages. Absolument, je pense que c'est vraiment le bon mot. Des cailloux, effectivement, moi je venais du monde de la performance, grandes écoles, j'ai fait HEC. Je ris souvent en disant que c'est mes parents qui m'ont inscrit, ce n'est pas moi qui ai passé le concours. Non, en fait j'ai effectivement passé les concours, après grandes entreprises, grandes réussites, et puis il y a eu un premier écueil, un premier licenciement.
puis un deuxième, puis un troisième, un quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Et donc, finalement, on finit par se poser des questions. Quelle est la part ? C'est très dur, c'est très dur. Bien sûr, à chaque fois, c'est un choc, d'autant qu'on est habitué à la réussite. Et que très souvent, les résultats étaient là. Moi, j'étais à un des postes commerciaux, donc j'ai beaucoup travaillé avec l'international, je parle 5 langues, etc. Et donc, se faire remercier, c'est très dur. Mais ça m'a obligé à m'interroger sur l'environnement, sur l'évolution des entreprises, sur, par exemple, ce qu'on appelle les injonctions paradoxales. Quand on demande de faire toujours plus avec toujours moins, quand on demande d'être créatif, mais de sécuriser, de dire toujours qu'est-ce qu'on va faire, pour quand. Et puis à compter principalement sur vous, parce que le reste vous lâche, les entreprises auxquelles vous avez appartenu, celles potentiellement à qui vous pourriez appartenir, c'est compliqué. Et dans cette urgence-là, il faut que vous sortiez de là. Absolument. Et donc en fait, ça m'a obligé à m'interroger sur moi-même. Et pas seulement m'interroger sur l'environnement. Et voir qu'est-ce que je pouvais faire. En fait, j'ai beaucoup réfléchi sur, par exemple, tout ce qui est performance et stress. Tout ce qui est... moi, j'avais un vrai souci avec la procrastination. Et donc, j'en ris aujourd'hui. Le fait de reporter au lendemain. Et si on reporte au lendemain, c'est peut-être que en fait, le désir n'est pas complètement là, ou qu'on n'est pas complètement aligné avec ce qui est demandé par l'entreprise. Et en fait, j'ai appris à rire de tout ça. J'ai appris aussi combien la relation était importante. Et donc, mon spectacle, en fait, raconte toute cette quête. Comment se faire accompagner ? Qu'est-ce que c'est que la pensée positive ? Qu'est-ce que ça va apporter ? Les limites de ça. Parce que la pensée positive, par exemple, peut-être qu'en fait, ça va vous permettre de durer, mais durer dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et voilà, donc j'apprends à rire de tout ça. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai appris à me former au coaching. D'abord être coaché, puis me former au coaching. Et puis voir que le coaching, c'est avant tout un self-coaching. C'est-à-dire savoir ne pas être dépendant d'une personne ou de plusieurs personnes, mais savoir faire un miel de toutes ces rencontres qu'on va faire. Alors, je veux quand même préciser quelque chose. On est sur une franche comédie, il n'y a qu'à voir votre visage radieux et joyeux. On ne doute pas du fait que ce soit drôle. C'est vrai qu'on décrit au début une succession de situations un petit peu dramatiques, le licenciement, l'échec, l'abandon des autres, etc. Mais tout ça, vous l'abordez à chaque fois avec humour, c'est chaque fois sujet à plaisanterie. Tous ces écueils-là. Et aujourd'hui, donc, vous vous trouvez dans la position de coaching. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Alors, je ne dis pas que vous coachez le public, mais vous êtes très épanoui dans ce que vous faites. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent être aidés face à leurs difficultés ou en tout cas les inciter à le gérer différemment ? Alors, je crois, moi, c'est le retour que me fait mon public. Ils me disent, tu nous donnes de la liberté. Et en fait, moi, j'avais 4 objectifs avec ce spectacle. C'est avoir du plaisir et en donner, donc parce qu'on rit, et j'utilise beaucoup l'autodérision sur mes propres manquements, justement, quand je parle de procrastination, il y a vraiment de quoi rire, hein, les actes manqués qu'on peut faire de temps en temps. Mais aussi exprimer de la liberté et en donner. Et justement, la conclusion de mon spectacle, c'est justement sortir d'attentes qui sont trop élevées. Et en France, tout notre système éducatif, pédagogique... Il faut se libérer de la pression. Exactement. Oui. Y compris nos enfants, on leur met trop de pression dans les écoles. Moi, je le vois avec mes propres enfants. Dans les entreprises, on se met une pression monumentale. Et je le raconte même, moi, j'utilise ma guitare dans le spectacle. Et ma guitare, pendant longtemps, mon metteur en scène me disait « Mais non, tu ne peux pas utiliser ta guitare. Tu n'es pas assez bon en guitare. » Et finalement, je l'utilise en disant « Non, c'est le contraire. Cette guitare me donne de la liberté, elle me donne du plaisir. » Et en fait, le message de ce spectacle, c'est ça, c'est aller accepter nos limites, nos vulnérabilités, aller vers quelque chose qui va être différent de simplement un truc qui est dans la performance, dans la moyenne, dans la bonne note. Et en fait, je ris sur le terme moyen, qu'on définit comme médiocre en France. Et les Américains, ils parlent de means, le moyen de la réussite, le moyen du plaisir, plutôt que le moyen être moyen, donc être faible, médiocre. Et moi, c'est un vrai combat pour moi.
L'objectif doit rester la recherche de son propre bonheur dans tous les cas. Ça s'appelle self-coaching. C'est à la tâche d'encre à 22h30. Il n'y a pas besoin d'avoir des soucis dans son travail pour aller voir le spectacle. Non, il faut bien sûr juste que avoir non. envie de cette approche philosophique, on peut dire, de la difficulté de la vie et de se replacer dans le chemin du bonheur. C'est un petit peu ça l'objectif que vous paraissez avoir atteint. Vous, en tout cas. Oh, je suis en chemin, sur le on va Festival dire. d'Avignon. Self-coaching, c'est à la tâche d'encre, c'est à 22h30 et c'est avec Ludovic Monroe. Tâche d'encre, 22h30, self-coaching. Ludovic, c'est un très bon festival. Merci Stéphane, merci beaucoup.